Vendredi thématique sur Europe 1, le dérèglement climatique, les dégâts à l'environnement vont-ils nous obliger à revoir très vite ce que nous mettons dans nos assiettes? Question de consommation d'eau, de bilan carbone, quel modèle agricole pour demain? Vendredi thématique donc, on va voir que les scénarios sont plutôt nombreux. Bonjour Thierry Pouche. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes le chef économiste des chambres d'agriculture de France, spécialiste des questions alimentaires, chercheur également à l'université de Reims-Champagne-Ardenne et auteur avec Marine Raffray d'un ouvrage intitulé De la pandémie et l'agriculture, virus, accélérateur de mutation, point d'interrogation. Voilà, possibilité d'un changement à partir du coronavirus et d'autres options. Alors, réformer notre modèle agricole, c'est un sujet extrêmement sensible, Thierry Pouche. Les enjeux sont énormes. Alors, je vous propose d'aller du général au particulier, de l'échelle mondiale à la France. Alors, on voit d'abord que sur Terre, aujourd'hui, en 2022, l'obésité cohabite avec la faim. Comment on explique ça? Est-ce que ça veut dire que l'agriculture actuelle ne peut pas produire suffisamment de nourriture pour tout le monde? L'agriculture mondiale produit suffisamment. Si vous regardez les grains en particulier, qui sont quand même à la base de l'alimentation dans une certaine région du monde, vous avez un équilibre à peu près entre les quantités disponibles, 2,3 milliards de tonnes de grains produites cette année, face à une demande mondiale qui est à peu près avoisinante. Donc ça peut être au-dessus, en dessous, selon les années. Mais si on prend uniquement le blé, qui est quand même une denrée très consommée dans une région du monde comme le bassin méditerranéen notamment, oui. On est à 785 millions de tonnes. La demande, y compris avec les stocks disponibles de l'an dernier, on a une demande qui peut être satisfaite sans aucune difficulté. Mais on l'a vu à l'occasion de la guerre en Ukraine, qu'effectivement, il y a des bassins de production très concentrés. Il y a quoi? Une petite poignée de pays, 10-15 qui nourrissent toute la planète, c'est ça? Vous avez une dizaine de pays qui peuvent prétendre nourrir la planète. L'Ukraine et la Russie en font partie. La Russie, c'est le premier exportateur mondial de blé depuis 2015. L'Ukraine est un gros producteur et un gros exportateur de maïs de son côté et de tournesol. Donc, il suffit que cette guerre endommage les cultures en Ukraine, évidemment. Oui. Le moindre décrochage va en provoquer des tensions sur les marchés internationaux. Oui. Et pour les pays qui dépendent de ces deux pays, et notamment de l'Ukraine, c'est le cas du Liban ou de la Tunisie, ça peut évidemment perturber les sources d'approvisionnement. Alors on voit que c'est donc l'un des sujets, la répartition des zones de production de la nourriture dans le monde. On nous dit, on entend, on prend comme une évidence cette idée qu'il va falloir changer notre assiette, manger d'autres choses dans l'avenir pour diverses raisons, et que ça, parce qu'il y a une nécessité de changer notre modèle agricole. Est-ce que c'est écrit à l'avance, Thierry Pouche, que tout ça va devoir changer ? Si on se place sur les années précédentes, c'est avant le conflit finalement, parce que le conflit concentre à peu près toutes les attentions maintenant, à l'échelle de l'Union européenne, il y avait déjà une amorce de politique, notamment sur la politique agricole commune, pour faire évoluer le modèle qu'on a construit à partir des années 60. C'est la révolution, ce qu'on appelle Farm to Fork. Alors, il y a un programme qui vise en fait à rendre plus verte, si je puis dire, l'agriculture européenne. Mais c'était déjà engagé d'une certaine façon avec les précédentes réformes de la politique agricole commune, puisqu'il y avait une dimension environnementale qui s'était intégrée dans les règlements européens, et en particulier la conditionnalité des aides qui étaient versées aux agriculteurs. C'était pour qu'ils respectent ou qu'ils s'engagent vers des pratiques beaucoup plus vertueuses. Donc là, parce qu'on a objectivement, Thierry Pouche, il faut le dire, l'agriculture aujourd'hui, c'est 20 à 25% des émissions de gaz à effet de serre de la planète, à peu près. C'est 17%. C'est 17% à peu près. Après, il faut regarder sur les industries alimentaires. Si on intègre ça, évidemment, on arrive aux chiffres que vous évoquez. Donc un quart des émissions à effet de serre, évidemment une très très forte consommation de l'eau, des problèmes de pollution, de destruction de biodiversité. Est-ce que tout cela fait qu'à un horizon de 20, 30 ans, on imagine pouvoir réparer les dégâts commis et, changer de modèle agricole tout en continuant à nourrir la planète dans des quantités suffisantes? Alors ça va être une équation assez compliquée à résoudre, d'autant plus qu'on n'avait pas anticipé le conflit en Ukraine qui, d'une certaine façon, rebat un peu les cartes.
L'Union européenne s'est engagée dans cette stratégie Farm to Fork dans le cadre de sa politique Pacte vert, le fameux Green Deal, parce qu'il y a une autre dimension, c'est la biodiversité. Et à l'horizon 2030, il faut réduire l'usage des intrants, notamment les fameux engrais et pesticides, et essayer de passer avec des surfaces dédiées à l'agriculture biologique à hauteur de 25%. Oui. Bon, et on a vu les projections indépendantes qui sont faites parce que la Commission européenne est assez discrète. Ça va se traduire comment ? Par une perte de production de l'ordre de 10 à 15%. Ça dépend selon c'est l'élevage ou les céréales, etc. Mais enfin, l'Europe, demain, produira moins de nourriture. Mécaniquement, moins d'offres égale des prix plus élevés. Enfin, on voit que les conséquences sont importantes. Voilà, vous citez les études d'impact assez nombreuses qui ont été réalisées au moment de la publication de cette stratégie verte, y compris l'étude de la Commission elle-même, oui, qui converge avec les autres, c'est-à-dire un décrochage de la production et de nos exportations avec une remontée des prix, bien évidemment. Alors ça pose d'autant plus de questions que l'Union européenne est le premier exportateur mondial de produits agricoles et alimentaires, devant les États-Unis maintenant depuis plusieurs années. Donc si elle décroche, il va y avoir un problème de source d'approvisionnement. Donc on est là dans une équation très complexe, comme je le disais, entre tendre vers des pratiques beaucoup plus vertueuses en culture et en élevage, mais en même temps répondre aussi à une demande mondiale qui est là. Alors on va venir petit à petit à la France, mais finalement ce qui se distingue, c'est que pour l'avenir, les différents scénarios sont les suivants. Vous avez toute une palette d'options qui répondent d'ailleurs à des considérations très idéologiques. Il y a ceux qui vous disent il faut être productiviste, il faut continuer à miser sur la quantité pour s'assurer de nourrir tout le monde. Ceux qui vous disent non, il faut aller plutôt vers des choses plutôt ascétiques, la sobriété. Finalement, il n'y aurait pas besoin de produire plus dès lors qu'on mange un peu moins et qu'on distribue un peu mieux la nourriture dans le monde. Alors, et puis il y a ceux qui vous disent oui, mais il y a l'enjeu écologique. Alors, est-ce qu'on peut arriver à tout faire ? Est-ce qu'on peut faire une agriculture écologiquement intensive, ce qui serait finalement l'idéal, Thierry Pouche ? Alors déjà, je voudrais revenir sur l'usage que vous avez fait du mot productivisme, parce que pour un économiste... Alors je ne dis pas que c'est mal. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire, c'est que la productivité pour un économiste, c'est plutôt une bonne chose. Oui. C'est-à-dire avec moins d'efforts, on produit autant, voire plus. À la sortie de la guerre, vous aviez un agriculteur qui pouvait nourrir 5 personnes. Aujourd'hui, il en nourrit 25. Donc ça, c'est de la productivité. Donc peut-être qu'il faudrait parler plutôt de productionnisme. Vous voyez, si on utilisait un terme un peu barbare. Qui voudrait dire on accroît la production, on intensifie la production. C'est l'agriculture intensive au sens où on a eu recours aux engrais, au machinisme, etc. Bien, alors si on doit tendre maintenant vers un nouveau modèle, d'abord je me demande quel est ce nouveau modèle. Parce que l'agriculture française est tellement diversifiée et répartie sur l'ensemble du territoire que vous aurez beaucoup de mal à définir un modèle, même dans la situation actuelle. Donc l'agriculture écologiquement intensive, c'est ce vers quoi on voudrait tendre du côté de l'Union européenne, avec une réduction des usages d'engrais chimiques, etc. Et essayer d'avoir des pratiques culturelles et des pratiques d'élevage beaucoup plus en correspondance avec les enjeux environnementaux et climatiques. Bon, mais il faut que ça va prendre un certain temps. Il y a une question de temporalité qui se télescope aujourd'hui avec l'urgence des besoins alimentaires dans le monde, justement. Donc voilà, ça c'est un vrai problème. Ensuite, il y a tous les moyens qu'il faut mettre pour passer ce cap de la nouvelle agriculture. Ça nécessite des investissements quand même massifs, et on se demande quelle va être la part qui va revenir au pouvoir public et la part qui va revenir aux agriculteurs. Donc on est dans une situation de transition. C'est pas très original. Toutes les transitions d'un modèle à un autre sont toujours très compliquées, très longues et nécessitent beaucoup de moyens. Mais là, on est dans cette phase-là, avec en plus maintenant, en surplomb, un conflit entre la Russie et l'Ukraine qui pose le problème de l'agriculture, parce que ce sont deux géants de l'agriculture mondiale. Merci Thierry Pouche. Grâce à vous, on a un peu posé les bases de notre discussion sur notre assiette. À quoi ressemblera-t-elle en 2050 ? Eh bien, on entrera dans le détail justement de ce qu'il y aura. Est-ce que ce sera de la viande cellulaire ? Est-ce qu'il y aura toujours de la viande en 2050? Est-ce qu'il y aura encore des fruits exotiques, du café? On nous dit que peut-être demain, c'est la régionalisation qui primera. Est-ce que j'espère que vous aimez la chicorée? Parce que, semble-t-il, c'est une des pistes d'avenir. Merci Thierry Pouche d'être venu nous voir. Je rappelle que vous êtes le chef économiste des chambres d'agriculture de France. Votre ouvrage avec Marine Raffray, de la pandémie et l'agriculture, un virus accélérateur de mutation, c'est aux éditions France Agricole. Bonne journée.